Alors, donc, voilà, donc, pardon. Ces dessins sont partis d'un projet que je fais depuis environ 3 ans. Et je vais essayer d'expliquer le contexte de ce projet, comment ces idées-là ont émergé dans ma pratique. Aussi d'autres recherches que j'ai fait en parallèle, et puis un aboutissement récent de ce projet qui date de cet été. En 2009, j'ai fait un genre de brainstorming de tout ce que je croyais savoir et de toutes les questions que j'avais. Et en fait, j'ai commencé à vouloir résoudre les questions que je me posais d'une manière visuelle et en faisant des expériences qui étaient mathématisables. Donc, j'ai voulu en fait inventer un genre de système graphique basé sur des opérations mathématiques. Donc, voilà, là, ce sont des images de mon carnet qui datent en fait de la période où j'ai commencé à faire ce genre de travail. Donc là, c'est en fait les pages où j'ai en fait inventé la solution graphique que je continue d'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des systèmes de lignes de couleurs, ici c'est du noir, mais c'est pareil, et les rapports entre ces lignes sont en fait des fractions d'espace de papier qui sont occupés par telle ou telle couleur. En fait ici il faut imaginer que ces choses-là continuent à l'infini dans toutes les directions, et donc ici on aurait un huitième de papier blanc, un cinquième, un sixième, etc. Il n'y a pas toujours une seule solution, en fait il y a souvent plein de solutions possibles. Les angles peuvent aussi varier, mais quand on varie l'angle, on ne varie pas la quantité d'encre qu'on met sur le papier. Je vais reparler de tout ça après. Donc voilà, c'est des pages de carnet où au début j'utilisais des écarts d'1 millimètre. Donc ça en fait c'est 1 millimètre de peinture, papier, et puis ça fait des fractions. Donc il y a plein de pages, plein de carnets remplis de ce genre de choses. Donc ça c'est le premier dessin où j'ai mis en pratique cette solution graphique, on va dire. C'est une gamme de 57 grilles. Et alors ça marche comme un repère en fait. Donc là il y a une ligne où il y aurait 0% d'encre, et là il y a une autre ligne où il y aurait 100% d'encre. Et donc ici on a 1 tiers d'encre, 2 tiers d'encre, 1 quart, 3 quarts, etc. Et donc vu de près, en taille, c'est un peu plus grand que la taille réelle, ça ressemble à ça. Donc juste après ce dessin-là, j'ai réalisé le premier dessin qui est dans la salle à gauche avec le même genre de système. Parallèlement, j'ai fait une première étude que j'appelle l'étude de couleur et de clarté. J'ai essayé de comparer une quantité d'une certaine couleur avec une quantité de noir. Donc le bleu est beaucoup plus sombre que le jaune, donc il y a plus de noir. Voilà. Alors je vais juste montrer une vidéo pour vous montrer comment j'ai travaillé sur ce dessin qu'on voit dans la salle. En fait, j'ai travaillé avec une gomme masquante. Donc tout ce que j'ai dessiné, ce sont les parties blanches. Donc j'ai dessiné les parties blanches, et puis ensuite j'ai peint tout ça en noir avec de l'encre de Chine. Et ensuite, il suffit de retirer la peau du dessin, et donc le dessin apparaît comme ça. Et donc fragment par fragment, je n'utilise plus cette technique parce que en fait ça attaque le papier, et si vous regardez le dessin dans l'exposition, en 3 ans il est devenu complètement jaune en fait, parce que la gomme masquante agresse le papier jauni ensuite.
Donc il y a aussi évidemment des erreurs quelquefois parce que je ne vois pas exactement ce que je fais, parce que je travaille avec de la gomme masquante. Pardon, c'est autre chose, je vois après. Donc il y a pas mal d'erreurs dans tous les dessins que je fais, il y a toujours des moments où ça déconne, où ça marche pas très bien. Donc en 2010, on va dire que j'ai amélioré ce système de lignes. Donc au lieu de travailler avec des millimètres et au lieu de travailler à la gomme masquante, j'ai travaillé directement avec des pigments, avec des peintures. Et j'ai commencé à créer des règles comme ça graduées que en fait j'imprime. Donc toutes ces règles-là correspondent en fait à des quantités relatives de différentes couleurs que je veux mettre sur le papier. Et donc en variant la fréquence des lignes, on met plus ou moins de peinture. Et c'était aussi basé sur des scans de lignes que je fais au départ pour essayer de mesurer exactement la quantité de peinture que je vais mettre. Donc d'abord je faisais des lignes test, ensuite je scannais et ensuite je transformais ça avec des opérations mathématiques pour avoir des repères très précis et donc des quantités précises de peinture sur le papier. Ça c'est d'autres règles imprimées. Donc voilà, ça a donné ce genre de choses où là on ne peut pas bien voir, dézoomer, mais ici il y a 5 couleurs et en fait quand vous vous éloignez, disons à une distance d'environ 10 mètres du dessin, c'est totalement gris, on voit aucune couleur. C'était basé sur des tests et des tests. Ça c'est un zoom dessus. Donc le transformateur de lumière. Donc, ça c'est le titre du travail que j'expose ici, dont j'expose des fragments ici, qui est aussi devenu un livre d'artiste en 2010 et que j'ai continué cet été. Donc je vais essayer d'expliquer rapidement ce que c'est. Donc en 2 mots, ça part de l'expérience de pensée, de l'idée suivante, c'est-à-dire que se passerait-il si au lieu d'avoir affaire à un environnement visuel normal ou naturel, c'est-à-dire où on a des couleurs, des formes, des contrastes, des dégradés, donc que se passerait-il si on était capable d'effacer toutes ces différences, d'avoir affaire à un objet qui soit totalement uniforme, qui n'ait pas de variation de luminosité, qui n'ait pas de variation de couleur. Donc ça c'est la première question, et la deuxième question c'est comment réaliser ça sous la forme d'une installation ou de quelque chose de faisable. Et donc la solution la plus simple que j'ai trouvée, c'est donc d'imaginer une boîte ou un espace fermé peint en blanc et avec une lumière à l'intérieur, donc en fait un cube avec une lampe en gros. Et avec de la peinture noire, je vais absorber plus ou moins de lumière avec le même genre de système, plus ou moins que j'utilise dans les dessins, de manière à uniformiser visuellement cet espace dans lequel je travaille. Donc, si on imagine un mur blanc avec de la lumière, il y aura toujours un endroit plus sombre, un endroit plus clair. Donc je vais prendre l'endroit le plus sombre et plus ça s'éclaircit, plus je vais ajouter du noir sur le mur. Comme ça, la lumière va être balancée et on aura la même quantité de lumière partout. Donc ça, c'est encore des pages de carnet où au moment où j'ai formulé cette idée-là. J'ai pensé aussi le faire en couleur éventuellement à un moment donné. Et donc ça, c'est la première test que j'ai fait. Donc j'étais dans mon atelier, il y avait un mur, et j'ai pris une photo de ce mur-là, et à gauche de ce mur-là, il y avait une fenêtre. Donc il y avait davantage de lumière à gauche qu'à droite. Donc ça donne un genre de dégradé comme ça.
Et donc à partir de cette photographie, j'ai déduit des quantités de noir à remettre à cet endroit-là, sur le même mur. Et donc ça a donné ce dessin-là. Il est dans l'exposition, le premier qui est à gauche. Alors, c'est une bonne idée, un résultat qui est assez séduisant, mais en fait ça ne marchait pas du tout. Parce que d'une part, l'appareil photo ne fait pas des mesures de lumière correctes. D'autre part, il aurait fallu connaître exactement combien de lumière absorbe le noir que j'utilise, combien de lumière absorbe le papier que j'utilise. Donc, et puis, on a aussi ce problème de bordure qui apparaissent. Donc, on voit clairement les bords entre les zones du dessin. Donc ensuite, j'ai fait ces deux autres prototypes qui sont là-bas, qui sont en fait des gammes. On pourrait par exemple photocopier ou reproduire d'une manière quelconque. Donc ce sont des gammes de correcteurs, entre guillemets. On tapisserait le mur avec ce genre de choses à partir d'une mesure de lumière. Donc ça, c'est devenu ce livre en fait en 2010 où j'ai synthétisé toutes ces idées et j'ai archivé toute la recherche en cours qui s'appelle version 1, ce livre-là. J'ai mis mon système de trame, de correcteur à reproduire d'une quelconque manière sous forme d'un film d'archives. Bon, disons que c'est une des solutions qui tient le plus longtemps. C'était aussi un peu une idée de conservation. Et donc, bon, il y avait aussi des échantillons, un poster. Je pourrais vous montrer le livre plus tard. C'était la question du noir. Il y a des noirs plus foncés que d'autres. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait utiliser de préférence? Ça, c'est le poster. Donc, ça, c'est des pages de l'essai qui vient avec le livre. J'ai reproduit encore une fois ce dessin-là dans le livre et les autres. Alors ça, il faudrait que j'explique, parce qu'on va revoir ça ensuite. Donc, je vais vous demander d'imaginer encore une fois cet espace où on met de la lumière et on ajoute du noir pour essayer de corriger la luminosité du mur jusqu'à ce que ça devienne... jusqu'à ce qu'on ait la même quantité de lumière sur tout le mur. Alors s'il y a trop de lumière à un moment donné, même un noir très foncé ne suffira pas à absorber la quantité de lumière nécessaire pour que ce soit aussi foncé que dans un coin, dans l'ombre par exemple. Donc à ce moment-là, on arrive en fait à une limite. On peut corriger jusqu'à un certain point et il y a une frontière qu'on ne peut pas passer parce qu'on n'a pas de noir qui absorbe 100% de la lumière, ça n'existe pas. Donc voilà, ça c'est... J'avais prédit, disons, dans mon texte que ce genre de choses arriverait éventuellement. Donc ça c'est une chose qu'on servait à dessiner ça. Et ça c'est une autre simulation de cette situation-là. Et donc on a toujours le problème des bords qui apparaissent. Alors, ensuite je vais faire un intermède, je vais reparler des recherches parallèles que j'ai fait entre ce livre et maintenant. Donc en 2011, j'ai commencé à étudier plus sérieusement la science, on va dire, de la mesure des couleurs pour essayer de pouvoir mesurer exactement ce que je faisais, notamment de mélange de couleurs. Donc bon, ça c'est une machine que j'utilise pour mesurer les couleurs. J'ai une balance de précision pour faire des mélanges de pigments. J'utilise des tirini pour dessiner les pigments.
Donc voilà, c'est par exemple des tests de mélange de couleurs, de pigments. C'est une autre machine pour mesurer les couleurs que j'ai ici. Donc voilà, donc ça c'est par exemple un exemple de ce que j'ai commencé à faire, disons, l'an dernier, et qui est la manière dont je dessine aujourd'hui. Donc à chaque fois, la contrainte, la chose que je voulais faire, c'est un genre de spirale où chaque échantillon de carré ici est le produit d'une moyenne de 4 couleurs. Et à chaque fois, en fait, la couleur de cet échantillon est identique. C'est en fait un gris quasiment neutre. Et donc ça, c'est possible de faire ça uniquement parce que j'ai des machines à mesurer les couleurs. Donc à chaque fois, les échantillons là correspondent aux couleurs qui sont à l'intérieur et sont mesurées. Ensuite, tout est calculé pour que le résultat soit équivalent entre ça et ça et ça et ça. Et les angles sont disons, déterminés de manière à ce qu'il y ait le moins de moiré possible. Parce qu'en fonction de l'angle, quelquefois on a des gros effets de moiré et donc ça fait réapparaître des couleurs. C'est un peu là. Voilà, donc ça c'est les règles que j'ai utilisées. Donc c'est des choses qui s'impriment et que j'utilise ensuite. Ensuite, récemment, j'ai voulu faire des dégradés, donc des changements de couleur ou des dégradés qui changent continuellement, mais qui en même temps, visuellement, ont les mêmes caractéristiques que ce qu'on vient de voir avant. Ici, par exemple, d'un côté, on a quasiment que des traits. Et de l'autre côté, on a quasiment que des traits jaunes et bleus. Pourtant, visuellement, on voit plus de différence. Si on zoome dessus, en fait, c'est vraiment la couleur, mais ça se voit pas. Bah, ça se voit quand on s'approche. Voilà, j'ai fait pas mal d'autres tests. J'ai essayé de répartir les couleurs de manière aléatoire. Comme ici. Et donc, ce qui se passe quand on répartit les couleurs de manière aléatoire, c'est que c'est toujours gris, mais alors il faut aller beaucoup plus loin. Parce que les couleurs apparaissent comme des espèces de gros blocs. Donc quand on est très loin, ça redevient gris. Ça fonctionne de manière différente. Voilà, donc je reviens sur le projet du départ. Donc j'avais quelques problèmes qu'il fallait résoudre, c'est-à-dire déjà j'avais la méthode de mesure de la lumière qui n'était pas correcte. Ensuite j'avais le fait que je travaillais à la main, et c'est impossible de faire un tel travail à la main sur des mètres carrés, ça prendrait des années. J'avais l'effet de bord qui apparaît entre les trames dans les bords, dans les limites. Donc d'abord j'ai résolu le problème de l'effet de bord en fait en utilisant du bruit. Alors le bruit, ce que j'appelle le bruit en fait, c'est, je vais mettre ça, pardon, mettre la deuxième partie parce qu'on voit mieux. Voilà, on voit mieux. Donc, ce que j'appelle du bruit en fait, c'est une certaine quantité d'encre sur le papier qui est ensuite diffusée de manière aléatoire sur ce papier-là. Donc pour faire ça, il suffit de prendre un générateur de nombres aléatoires, c'est quelque chose qui est très commun dans les mathématiques ou dans les techniques, on va dire. Et puis, il faut utiliser ce générateur de nombres aléatoires pour répartir des pixels sur du papier, sur une surface qu'on imprime ensuite sur du papier. Et alors l'avantage du bruit, en fait, c'est que puisque c'est complètement aléatoire, le cerveau ne détecte pas les différences. Parce qu'en fait, donc, vous allez voir.
mais c'est du bruit sur du bruit. Quand on le bouge, on le voit apparaître, mais quand on le bouge pas, en fait, il disparaît. Et donc, donc c'est comme ça que j'ai résolu à la fois le problème de faire ça à la main, qui était impossible, l'effet de bord, et ensuite il fallait encore, donc ça c'est des images d'utilisation de ce bruit. Donc ensuite il fallait encore résoudre la mesure de la lumière. Donc pour ça en fait j'ai modifié un appareil photo numérique. J'étais dans un laboratoire pour détecter toutes les aberrations d'un appareil photo numérique, donc de la lentille, du capteur. Et ensuite j'ai utilisé le format brut en fait de la prise de vue. Quand on prend une image avec un appareil numérique, en réalité on a une étape qu'on connaît rarement, c'est que d'abord dans l'appareil il y a un genre de négatif digital, et ensuite à partir des informations du négatif digital c'est transformé en une image qu'on peut ouvrir dans un programme, imprimer, etc. Si on travaille directement sur le négatif digital et qu'on connaît les aberrations de l'appareil photo, alors on peut faire des mesures de lumière avec un appareil photo. Donc il faut en fait rentrer un peu dans l'appareil photo et le transformer en luminance mètre, ça s'appelle. Et alors ça devient un super luminance mètre parce qu'en fait on a autant de mesures que de pixels. C'est un luminance mètre qui fait 1 million de mesures en une prise de vue. C'est très pratique. Donc en juin, juillet, j'ai essayé finalement de mettre tout ça ensemble dans un objet. Donc j'ai construit un mur d'abord, que j'ai quadrillé en petits carrés de 10 par 10 cm. Ensuite j'ai fait plusieurs milliers de photos pour faire en fait un plan de la quantité de lumière qui tombe sur ce mur avec des... j'ai oublié quelque chose. J'ai construit le mur et j'ai mis un spot assez puissant sur ce mur. Là on voit en fait la tache du spot. Et aussi deux grosses halogènes. Donc il y avait quand même beaucoup de lumière sur ce mur et il y avait aussi un très fort contraste entre la zone où il y a le plus de lumière et le point où il y a le moins de lumière. Il y avait une différence de 32, quelque chose pas loin de 32. Donc ensuite on a créé avec un ami en fait qui s'appelle Robert, how do you pronounce his name? Hochson? Non. Qui est en fait programmeur, designer. On a créé des programmes qui permettent de créer les choses qu'on allait imprimer et mettre sur le mur pour corriger. Donc d'abord on a fait quelques tests. Là il y a de plus en plus de lumière et il y a de plus en plus de noir en fait, qui apparaît. Mais bon, cette méthode-là n'est pas très efficace parce que ça aurait pris encore des semaines de couvrir le mur comme ça. Donc il fallait trouver une meilleure méthode. Donc ça c'est les images de mesure de la lumière du mur. À chaque fois, chaque carré c'est en fait une photo avec un genre de moyenne appliquée au pixel. Et la ligne rouge c'est le moment où en fait il y a trop de lumière et la mesure est plus bonne. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc voilà, ça a fait un genre de programme où en fait la partie la plus sombre elle vaut 1 et la partie la plus claire vaut ici 34. Et à partir de ça, et en connaissant les caractéristiques du papier, de l'encre noire, on a pu faire un genre d'équation qui va créer l'image qu'il faut imprimer sur le mur pour tout corriger. Et donc ça c'était le premier test et ça marchait vraiment plutôt bien parce que donc si on détourne là on voit qu'il n'y a pas vraiment de différence entre ici et là. Mais ici on ne peut pas le voir parce qu'en fait les bords
font que notre cerveau corrige la perception qu'on a. Donc il faut enlever tout le blanc pour commencer à voir l'effet apparaître. Ça c'est une image d'un des premiers tests de bruit, de ligne, de double ligne, etc. En fait, on a gardé que cette solution-là parce qu'il n'y avait pas d'effet de bord. Donc voilà, en fait, ensuite on a fait des grandes impressions avec une imprimante laser qui fait des impressions de 93 cm de large, aussi longues qu'on veut. Qu'avec ça, on a pu couvrir le mur assez rapidement. Donc là, il y a quelques petites imperfections qui sont en fait dues au fait qu'au départ, je n'avais pas trouvé exactement la bonne manière de mesurer la quantité de lumière sur le mur. Ça a été corrigé après. Donc ça, c'est l'image en fait qui doit être imprimée sur le mur. Bon, elle est réduite ici, mais... Et donc ça, c'est la limite dont j'ai parlé tout à l'heure. À partir de ce moment-là, il y a trop de lumière, donc le noir ne suffit pas à devenir plus sombre que le point. À ce moment-là, en fait, ce que j'ai décidé de faire, c'est de redécouper un autre rectangle là-dedans et de recommencer la même chose. Donc, voilà ce que ça donnait. Donc j'ai redécoupé et puis j'ai recadrillé, j'ai remesuré. Ça, c'est l'image qui a dû être posée à l'intérieur pour corriger la lumière du spot. Ouais, c'est légèrement plus noir, enfin, c'est beaucoup plus noir ici en fait, et ici c'est blanc, c'est que du papier. Et donc voilà, là j'ai commencé à corriger, disons, j'ai divisé ça en petites feuilles A4 et je les ai collées les unes à côté des autres. Donc ça, c'est ce qu'on voit quand on... Donc là, c'était terminé et c'est ce qu'on voit quand on met de la lumière de travail, la lumière normale, les spots sont éteints. Donc on voit qu'ici c'est très noir, ici c'est tout blanc, etc. Et puis, donc là, c'est un détail là-dessus. Et donc quand on éteint toutes les lampes, on allume que les spots. Voilà, en fait c'est uniforme. Il n'y a pas de... Je vais vous montrer ça en plus grand. Voilà. Donc là, les spots sont allumés, donc tout est corrigé. Il y a quelques petits problèmes du fait que l'impression laser elle est légèrement brillante. Il y a encore des petits problèmes. Ici, il y a une petite erreur, on voit une limite. À l'intérieur de ce carré-là, les choses ont été faites beaucoup plus précisément et je pense qu'on ne voit absolument aucune différence de luminosité dans ce carré. Alors que voilà, quand on rallume les lumières normales, c'est ça qu'on voit. Voilà, ça ressemble à ça. On a une feuille de papier jointes les unes aux autres. Et ici dans le coin, il n'y a quasiment pas de noir au centre, il y en a beaucoup et pourtant c'est complètement uniforme. Donc ça a peut-être l'air un peu technique ce que je raconte, mais en fait, pour moi, ce qui est intéressant avec ce
Because it's always taking picture of the screen and trying to correct to make it uniform. So if you add light, it darkens, and your hair is black, so it makes a very white thing. Wow, it works well with the lamp now. Yeah. Yeah, I think we got it, I think. Yeah. Color and everything. Yeah. No, there's just a bit too much light in the one you put there. And this one you can really get. Mm. It's very funny that if you move the light, see it if you glue. The shadow even in the light. Yeah. Like an insect. We call this snail without a house. Make a trace. Ah, yeah. How do you call it? Limas. Yeah, yes. Yeah, that really works. It's amazing. Yeah. The only thing remaining to do in a way is like a fine color correction. If you want to get a gray, you just modify a bit more the... Right. Well, you can just, I think it averages out to be fairly gray. Yeah, but it's reddish still. So reddish. What's funny, when you move the lamp like slowly in one direction, it looks like it's an object with a shadow, you know? It's like it's behind the screen. Yeah. When it goes fast, it really looks like just a dark shadow. It's like color measurements takes more time than the light measurements. Yeah, it's just too bright if I don't block it. And I'm hopeless against this light. Except at the edges, I guess. Yeah. To make it smaller. Which is interesting. Yeah, it's also interesting that the thing is limited. Could be funny actually to make it even with like windows in the room. Yeah. Such as he really tries hard to work, but it's really rare the moment when it works. If you burn these patterns in the corners, what appears instead? Yeah. These patterns are related then to the spherical distortion of the webcam. Yeah. That's a nice one.
doesn't get the whole thing, but it really hurts it. Okay, I stop recording.